Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 28 juin 2024, journée importante puisque clôture des fameux 10 milliards d'options et de futurs d'open interest pour le trimestre et le semestre. Donc on passe à autre chose dès aujourd'hui et on a un BTC ce matin qui s'échange autour de 61 400 $, un Ether proche des 3 450 juste en dessous. Beau rebond de Solana également, mais on va voir ça dans un instant sous fond de news avec Van Eck qui a déposé une demande de trust et donc potentiellement d'ETF pour Solana à 145 $. On a Avalanche qui nous pousse plus 8 sur les dernières 24 heures. C'est également le cas de Polkadot, BCH plus 6, plus 3 pour Uniswap, moins 8 pour Fetch AI, mais qui avait quand même un peu poussé la semaine dernière, bien que désormais sur une semaine on soit en recul de moins 6%, plus 3,80 pour Aptos et Render, le token RNDR, plus 4% pour Mental, c'est également le cas de Filecoin. Et on clôture le top 50 avec Optimism, Dogwithat, Arweave, Vando, Floki, Inu et Phantom. La map de liquidité qui n'a pas bougé depuis la dernière fois. On voit qu'on commence à avoir des petits ordres qui se positionnent à 68 alors qu'avant il fallait aller taper 70 à 72, mais sinon il n'y a pas plus et en bas ça commence à compter de 58 400. La zone de prix donc en 4 heures qui a été défendue à 2 reprises dès lors qu'on vient sous les 60 000 $. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Ça a permis de reset un peu les order flow qui ont l'air d'être sur neutre désormais, de même que le Crypto Fear and Greed qui est revenu pas très loin de la zone de peur. On part avec les news et c'était Thomas CMF qui mettait en avant à l'instant après une publication il y a 2 heures que malheureusement pour les gens qui ont des fonds sur la plateforme Yield App, il se serait fait complètement rect au final par la perte de fonds autour de FTX. La question qui demeure par rapport à cet arrêt assez brutal, c'est pourquoi les derniers mois ils ont continué d'opérer comme si de rien n'était en proposant diverses incentives sur la plateforme. En tout cas pour l'instant on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est une news qui de nouveau va bloquer des fonds d'utilisateurs en vue d'une liquidation et une plateforme qui est incorporée aux Seychelles, donc je sais pas du tout comment ça va se passer, mais une mauvaise nouvelle donc pour toutes les personnes qui avaient encore des fonds sur ce genre de plateforme, et je pense notamment à celle qui est toujours debout sur ses deux pattes mais qui pourra en suivre un jour un peu la route, Nexo. On avait Willy Woo qui disait que suite au débat d'hier de Donald Trump face à Joe Biden aux États-Unis, ça serait pas mal de mettre un âge limite aux politiques, et je suis tout à fait d'accord avec ça, de même que je comprends toujours pas qu'au volant en particulier il n'y ait pas des contrôles un peu plus poussés, mais bon, c'est sujet à débat et c'est quelque chose qui malgré tout quand on voit les enjeux et notamment pour la politique et le danger quand on fait une analogie pour la route, peut quand même s'entendre de mettre un minimum de contrôle et de garde-fous. On avait un très bon trade de The Meiji qui mettait en avant le travail d'AAV dans un premier temps, la TVL, les utilisateurs, la croissance, mais également par rapport à l'arrivée de Base autour de AAV. Donc il y a également, pour ceux qui ont suivi un peu ces derniers temps, un programme mérite qui avait été fait du côté du Go, le stablecoin, qui va pas tarder à débarquer sur Arbitrum et on devrait avoir de très bons rendements de ce côté-là. Le sujet du jour avec Mega ETH. Hier, je suis tombé dessus pour la première fois et apparemment, ça fait quelques temps qu'il y avait voilà, des gros de l'écosystème qui étaient dessus, puisque quand on regarde les noms qui ont fond la seed, donc c'est-à-dire vraiment la genèse du projet à hauteur de 20 millions de $, on a des angel investors comme Vitalik Buterin ou Joseph Lubin qui sont les deux cofondateurs justement de Ethereum. Donc au-delà du lead Vitsi qui est mené par Dragonfly Capital et quelques autres comme Figment, Folius Venture, Robo Venture, Tangent, Big Brain Holdings et Credibly Neutral, il y a également des investisseurs qu'on pourrait qualifier de key opinion leaders comme Kobe qui sont probablement voilà à ce jour parmi les plus reconnus dans l'écosystème. Et quand donc j'ai vu passer ce truc au début, j'ai pensé à un scam immédiatement parce que c'était trop bizarre la façon dont c'est fagoté, dont c'est poussé, etc. Le nom derrière de la société qui développe Mega ETH, enfin bref, c'était vraiment chelou. Puis quand j'ai vu que c'était repartagé par des gens de chez Coinbase, par des gens de chez Dragonfly, par Eigenlayer eux-mêmes, le compte principal, voilà, je me suis dit il y a peut-être quelque chose, et au final c'est déjà suivi par quelques-uns des principaux acteurs de l'écosystème mondial crypto. Et donc de quoi il en retourne, puisque c'est aussi le nerf de la guerre quand on voit passer un méga ETH avec Vitalik et Joseph Lubin dedans. J'ai eu un petit frisson, un petit instant en me disant ça y est, ils sont en train de nous la foutre à l'envers et de créer un nouvel Ethereum
plus fort que le Ethereum version 1. Il n'en est rien bien entendu puisqu'il s'agirait d'un execution layer, du moins d'un semblant de layer 2 qui pourrait permettre d'accélérer la scalabilité de Ethereum normal puisque c'est un side project au final et qui permettrait de pousser Ethereum layer 1 sur une scalabilité en temps réel à 100 000 transactions par seconde et avec un temps de latence qui serait de l'ordre de la milliseconde, c'est-à-dire à 2 zéros après la virgule point 1. Donc c'est très très positif en un sens pour Ethereum si on a ce genre de projet qui arrive. Après, est-ce que c'est pas un énième layer 2 qui vient se greffer, qui vient chercher de l'argent, puisque quelque part je me demande quel va être l'apport de valeur de ce token qui vient lever directement des fonds. Avec une seed à 20 millions, ça va probablement aller chercher rien que sur la prévalorisation autour de 200, 300, 400, 500 millions. On va très certainement arriver à plusieurs milliards, peut-être dizaines de milliards en FDV quand ça touchera le marché. Et une fois de plus, c'est un projet qui devrait prendre pas mal de temps. Est-ce qu'on va le voir pop entre fin 2024 et 2025 quand théoriquement on sera encore en pleine bourre de ce bull run, ou est-ce que ça arrivera au prochain bear market pour avoir l'aboutissement de tout ça au prochain cycle? En tout cas, pour l'instant, c'est assez surprenant. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément. Et une seed de 20 millions, voilà, ça commence à faire. C'est assez colossal. Des gros noms derrière, des gros VC. Et peut-être ce qui pourrait permettre aussi à Ethereum de s'émanciper par rapport à ses contraintes techniques. Et c'est quelque chose qui clairement va dans le bon sens. Mais je demande à voir ce que peut apporter le projet en tant que tel. D'un point de vue technique, on le mesure, on a les chiffres sous les yeux. Par contre, ce que peut apporter le méga ETH token, voilà, je me pose quand même pas mal de questions. Et tant qu'on n'a pas les tokenomics et tout ce qui va bien entre les mains, on ne pourra qu'en discuter comme ça entre nous. Cryptost qui met en avant que Van Eck dépose donc une demande d'ETF spot en trust pour Solana auprès de la SEC. Tant qu'il n'y en a pas d'autres, tant qu'il n'y a pas BlackRock qui se mettent à la table, etc., on va voir ce que ça va donner, mais bon nombre d'acteurs pensent que ça sera bien plus complexe à faire passer comme pilule que Bitcoin dans un premier temps et Ether, sur lequel, souvenez-vous, quelques semaines au préalable, on était nous-mêmes très pessimistes quant à l'approbation en 2024 de ce dernier par rapport à Ethereum. La gestion du risque, justement, quand on parle d'ETH pré-approbation d'ETF, puisque ça pourrait arriver entre le 2 au 4 juillet, d'après les dernières informations. Et donc, seulement à une petite semaine de cette deadline, on a un Ether autour de 3400 $. Si l'on venait à avoir au cours de l'été une chute du BTC qui active son M-top et qui nous renvoie autour de la zone des 48 à 52 000 $, ou bien un sell the news event pour Ethereum post-approbation, nous avons deux gros supports pour Ether, un autour de 2008-2900 $, soit un recul de moins 15%, et le suivant autour de 2400-2500 $, soit un recul de moins 30%. L'ancien ATH, du moins, il l'est toujours, donc à chaque fois je mets l'ex-ATH quand j'en parle, mais finalement c'est une erreur de formulation, il est vrai. En tout cas, il est à 4 950 $, soit plus 45% de là où nous nous trouvons actuellement. Si l'on estime que Ether dépassera cet objectif de son ancienne ATH pour venir chercher les prochaines extensions de Fibo, la première est à 7 500, suivie de 11 500, et il y en a encore deux autres encore plus hauts pour les plus optimistes. Toujours est-il, en restant sur des chiffres qui sont complètement raisonnables, on a donc une perte potentielle à court terme en fonction de la volatilité que pourrait nous offrir le marché de moins 15 à moins 30% sur les Ethers qu'on achèterait maintenant, puisque pour ceux qui les ont achetés beaucoup plus bas, vous avez un prix de revient qui l'est tout autant, et un upside qui est compris entre plus 45 pour juste venir chercher ce fameux ATH à plus 240% si on venait chercher la fameuse zone des 11 500 $. C'est comme ça, en posant les choses systématiquement sur un papier à tête reposée, qu'on fait, selon moi, les meilleurs choix. Bien entendu, c'est toujours pas du conseil ou quoi que ce soit, mais ça m'apparaît être une démarche qui est très importante quand on veut spéculer de ce qu'on met sur la table, ce qu'on risque et ce qu'on risque de gagner dans l'autre sens par rapport à cette asymétrie justement de la gestion du risque. C'est au tour de Coinbase avec Cryptost d'attaquer la SEC et la FDIC, donc une attaque en justice puisqu'ils pensent qu'il y a eu des bâtons dans les roues qui ont été menés depuis bon nombre d'années et c'est pas qu'un peu d'ailleurs. Donc il est temps, suite aux attaques de la SEC, que ça soit le secteur crypto qui se révolte un peu et c'est Coinbase qui donc
banque aux États-Unis est à même de le faire. Une double clôture hebdo, mensuelle et même trimestrielle, semestrielle comme on le disait, mais surtout ce soir on va avoir la clôture là par rapport à ces options futures, mais on aura la véritable clôture de bougie dimanche bien entendu, avec ce qui pourrait s'apparenter malheureusement si on venait à casser en hebdomadaire les 60, 58, 60, à un énorme M-top ici qui nous reporterait bien plus bas comme on l'a vu autour de la zone des 50 000. Donc on va croiser les doigts pour que ça soit une consolidation comme on l'avait eu ici à l'été-automne 2023 avant de trouver la résolution haussière supplémentaire, mais en tout cas c'est quelque chose à prendre en considération à court terme. On avait Edouard Petit qui mettait en avant que le iShares MSCI World Swap PEA vient d'atteindre 100 millions d'euros d'encours, donc il est éligible au PEA, 0,25% de frais annuels et seulement 5 euros la part. Et d'ailleurs je crois que pour les Français du côté de Boursorama ça rentre dans la catégorie des sans frais au moment de l'achat. En tout cas Bourso se servent pas dessus, donc c'est plutôt positif pour ceux qui veulent se constituer comme ça petit à petit une entrée sur un ETF monde avec des frais qui sont super compétitifs et sans se ruiner. Le média de l'investisseur qui met en avant qu'avec une hausse de 4% sur la journée d'il y a 48 heures, Amazon atteint un nouveau record à presque 194 $, donc découverte de prix et ATH, on l'avait aussi un peu spoté il y a quelques jours du côté de Amazon. On a Bob Lucas qui nous disait que pour lui le BTC pourrait avoir bottom sur la zone sur laquelle nous nous trouvons, mais qu'il ne met pas clairement de côté le scénario où on descend chercher la liquidité autour de la zone des 50 000 sous 2 à 4 jours supplémentaires. Donc voilà, si on passe on va dire la semaine d'ouverture de juillet sans se recasser la gueule en direction d'une cascade de liquidation qui nous amènerait en dessous du support et activer le M-top, on sera peut-être justement un peu sorti du sable par rapport à tout ça, et ce qui pourrait doublement alimenter, ça serait que l'approbation de Ether se passe et que derrière ça soit pas vendu, qu'on continue d'avoir une spéculation autour de ça. Et on a d'ailleurs les dernières infos qui disaient que les fonds de gestion s'attendent approximativement à ce qu'il y ait une quinzaine de milliards d'ici la fin d'année qui affluent du côté de Ether au niveau de ces ETF spot. Une vidéo très sympa, du moins un short d'une petite minute où on entend Chris Cathy et Anton Kreil échanger autour de la méthodologie, de la patience, du mindset qu'il faut appliquer déjà d'un pour devenir trader entre guillemets, mais surtout je pense que ça s'applique à n'importe quel bon investisseur. Et donc en gros les phrases sur lesquelles il appuie le plus au début de son laïus, c'est en gros de se faire nos propres opinions, nos propres idées et notre propre méthodologie, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment ce vers quoi j'essaie de faire tendre la chaîne au travers du temps, sans me montrer trop pessimiste, sans me montrer trop optimiste. Ça dépend bien entendu des phases de marché, on a notre propre biais humain qui est aussi un biais émotionnel, c'est clair et net, mais à partir du moment où on trouve une façon d'investir en prenant en considération nos points faibles, nos points forts, et ça vaut exactement pareil pour du trading, on va développer quelque chose qui nous sera propre. Ça va être un constant apprentissage sur lequel on se découvre en même temps qu'on découvre les marchés, et derrière, à partir du moment où on trouve au bout de quelques années la bonne façon de faire pour chaque individu, chaque personne, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qu'on soit investisseur comme ça ou qu'on veuille se frotter au trading, chose qui, une fois de plus, je le rappelle, a tendance à être assez peu porteur pour les particuliers. Il y en a quelques-uns peut-être qui vont réussir, quelques heureux élus pour des milliers, des dizaines de milliers de participants en termes de trading, mais la plupart du temps, c'est clair que le marché crypto nous a démontré qu'en investissant au long terme, on avait quand même des retours qui étaient assez conséquents sans avoir à trop se casser la tête à faire je rentre, je sors quasiment tous les jours. Le deuxième point qui était aussi intéressant lors de cette micro-échange, mais qui est tiré d'une grosse interview de demi-heure, trois quarts d'heure, c'est la patience qu'il faut mettre en pratique pour attendre que le marché nous donne ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire des opportunités. Et dans la crypto, je sais à quel point ça peut être très difficile, puisque la plupart du temps, on a envie de sauter sur tout ce qui bouge. Il y a tous les jours un nouvel altcoin qui sort, il y a tous les jours une crypto pépite, un nouveau meme coin. Hop, on voit un plus 30% dans le wallet du voisin sur un altcoin qu'on n'a pas. On est tenté de vite vendre un de nos alts qui n'a pas encore performé pour aller sur un truc qui a déjà pump, et derrière, malheureusement, on se fait complètement lessiver, essorer, et ce
ce même en bull run, donc faites très attention à ça. Donc je sais pas si j'ai besoin de repasser fondamentalement sur ce qui avait été dit dans les précédents jours au niveau de l'analyse technique. Crypto total à 2223 milliards, les altcoins à 1016, le crypto total 3 excluant Ether à 604 milliards. Le Bitcoin ce matin s'échange autour de 61 258. J'espère vivement que effectivement on arrivera à tenir cette zone en clôture hebdomadaire pour ne pas avoir à descendre à l'étage inférieur. Sinon là ça risque de se gâter un peu pour l'été. On a un Ether comme vous le savez qui est autour de 3431 et qui bataille à lui déjà avec sa moyenne mobile 20, donc peut-être un peu moins dégradé que Bitcoin. Et c'est ce qui fait qu'à court terme on a un très beau rebond de ETH face à BTC. Donc à voir ce que ça pourrait donner ensuite, mais c'est vrai qu'on a la sensation que Ether se défend un peu plus que ce qu'il l'a fait jusqu'à présent. Le marché US pour sa part, on avait Tesla qui était en positif, qui approche les 200 $. On en avait discuté à l'époque ici lors de la petite déviation du support sous les 155 $, donc plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ailleurs de faire un semblant d'épaule tête-épaule inversé pour Tesla? Le breakout, comme on l'a vu tout à l'heure pour Amazon, qui va re-rentrer très certainement du coup en bull run et en découverte de prix. Attention, toutefois on est quand même sur un RSI qui est déjà très très haut. Ça aurait été plutôt cool de se retrouver comme on était ici à l'époque en décembre 2022 sur un RSI qui flirte ou qui arrive, d'ailleurs c'était avant, en mai 2022 avec une zone comme ça sur la survente. Et d'ailleurs on avait une très belle divergence par rapport au RSI où on fait 2 points beaucoup plus bas et un RSI qui était déjà en train de se poser à la hausse. Mais bon voilà, c'est intéressant de faire un peu ce genre de rétrospective. On a Coinbase au niveau des actions américaines qui sont en positif également. Pareil, il bataille avec sa moyenne mobile 20 hebdo. Et au niveau des alts, je regardais Link, Injective, il y a Solana aussi qui a vraiment de la force. On avait pas mal de force sur Fetchai, Océan, Agix qui vont merge en Asie. Je regardais un peu ce qui se passait, et notamment sur les alts face au dollar, mais en ce moment, j'ai la sensation que les bons dossiers, on les connaît déjà, les bons élèves, on les répète quasiment systématiquement. Alors c'est sûr, ça fait pas rêver, c'est pas la crypto pépite qui vient de sortir du top 5000 qui va rendre tout le monde riche la main dans le slip. C'est peut-être un peu chiant, j'en conçois, je le concède, mais en tout cas quand on regarde des projets, notamment là comme AAV face au Bitcoin, on a eu un point bas qui a été défendu à 2 reprises à 1158 Satoshi, et là on est juste sous un point pivot avec la moyenne mobile 20 qui est en train d'arriver par le nord à 1573 Satoshi précisément. Donc on a peut-être le début de quelque chose pour la DeFi. Après c'est le début de quelque chose auquel je croyais quand on était venu coller proche des 3000 Satoshi, et malheureusement derrière on s'est fait complètement rincer. Donc on est malgré tout dans une dumb trend depuis mai 2021 pour la DeFi et pour AAV qui représente à ce jour, je suppose sans trop m'avancer, le top 3 des meilleurs projets de la DeFi. Mais en tout cas on a peut-être quelque chose après cette déviation sous support qui est en train de se mettre en place. Comme d'habitude, je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Peut-être qu'on se trompe complètement et que AAV ne sera pas pricé par le marché, sera boudé encore pour 1 an, 2 ans et que ça ne sera pas la DeFi qui sera le secteur porteur de ce cycle. Mais en tout cas, petit à petit, quand on regarde Bitcoin, quand on regarde Ethereum, Solana, AAV pour la DeFi, derrière on avait du Injective, on avait Render, on avait Near Protocol, on avait peut-être les 3 là qui vont merge en Asie. Petit à petit, ça permet de se faire un bag où on resserre un peu les mailles du filet pour avoir ceux qui ont l'air, en tout cas pour l'instant, d'avoir été choisis par le marché. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera peut-être au cours du week-end en fonction, et au plus tard lundi. Ciao ciao.